the whole afternoon to talk to you about Cameroon again. Although you said we should not congratulate you, but I would like to express to you once more our heartfelt gratitude for what you have been able to do during our unlawful detention for the past 9 months. And I do count on you to work together. Don't let yourself be misled by those who are only, because they have nothing to offer to Cameroon and to Cameroonians, they will play a tribe against another tribe. Although we know that they are not serious, because in many of their families, they have people coming from other parts of Cameroon. They will try to single out a particular tribe because they say they are against that tribe. But you go to their homes and you will find that their women are from that tribe. That the wife or the husband of their daughter or their sons are from that tribe. So they take us for foolish people. We are not. We know that we want to be united to bring our country to the level it deserves to be in Africa. My plea to you is that you should remain united. I'm committed. I promise you to fight relentless until we reach there. And I will never, listen to me, I will never let you down. I will never let you down. And I tell Cameroonians, my fellow brothers and sisters from the English-speaking part of Cameroon, that no other politicians in Cameroon nowadays is as committed as I am to defend their cause. But get me right, I'm not in favor of secession. Please don't ask me to support secession, because I will not. I spend the major part of my life working hardly to make sure that we don't lose square centimeters of our land. And it's not today that I'll rise up and tell you that I will be in favor of the secession of Cameroon. But I will do whatever it takes for a human being to make sure that we sit, all of us, around a table and find the genuine solution. If we put our spirits and our heart together, I'm sure at the end of the day we'll come out with the genuine solution. So don't let people mislead you. I was vocal enough. I have said that the solution today to that crisis, which is terrible, which is a heartbreaking crisis, because Cameroonians are shooting on Cameroonians. Cameroonians are killing Cameroonians. That is unacceptable. The solution to me is federalism. And I'm ready to sit down with my brothers from the other side of the river Mungo for days, weeks, months, if necessary, to discuss the content of that federalism until we agreed on that. And we'll put it in our constitution once forever, with all guarantee that we'll never come back to that again. But
many other Cameroonians from the French-speaking part of the country are now seeing in federalism the solution for the development of our country. And I think that it is our duty to address that seriously and see how we can reorganize the form of our state to make sure that we have a federal system with 4 to 6 states according to us. We can start. We will definitely start with Anglophone because they are those who raised the issue. They have paid a heavy price for that. So they deserve to be around the table the first. And we'll, for the sake of methodology, we start with them. Discuss until we agree on the form. And then we'll see how to extend it to the rest of the country. I want to make that clear distinction. We start with the Anglophone. We discuss with them. We agreed on the content of the federalism. Then we expand it to the rest of the country. We reform our constitution. We stop the war in the 2 English-speaking regions. We made a very clear proposals in 4 points. The first one, release all the political prisoners involved in the Anglophone crisis. I'm here referring inter alia to Ayuk Tabe Sisiku and his comrades who were sentenced to life. But it's not the solution. You cannot resolve a political issue through judiciary. You resolve it politically. Release them. Second, negotiate a ceasefire between the National Army or the National Defense Forces and the armed groups. Not for the defense forces, National Defense Forces, to lay down their arms, but for the armed groups to drop their arms in a secure environment, being sure that they will not shoot on them once they have dropped their arms. And by doing that, you will be building up the confidence between those population and the government. But the fact is that the English-speaking Cameroonians are not trustful to the government anymore. There is a lot of mistrust, and I cannot understand that. You know, we are talking of a war who has been going on for the past 3 years, with, according to sources, 3,000 to 12,000 deaths. Hundreds of thousands of internally displaced persons. 3 years without any education for children. 35,000 to 40,000 refugees in Nigeria. No economy, because the government itself has taken a decision saying that the Northwest and Southwest are fiscally a disaster. So you cannot collect any taxes in the 2 regions anymore, because there is no economy whatsoever anymore. So with that, you cannot just say now you are proposing to them a decentralization with a special statute. No one knows the content of that special statute anyway. So we need federalism. We need to be committed and serious on what we are doing to settle the matter. If you do that and then you reform the electoral system in Cameroon, then the bases are there to settle once for all the crises we are facing in our country. Long-lasting solution. We are fighting for that. We'll continue to fight until we reach the goal. We are climbing the mountain, and we will get on the top of that mountain. Yes. I have no doubt
it's not. Some people might think that they love Cameroon more than others. I'm not in that spirit. I just try to tell you what I think is right and just for our country. Let other people have their own opinions. I don't care. But at least let us sit down and discuss and see where is the truth and what is just for our country. If I take the current situation in Cameroon, in the economic field, in the social field, in the political field, in the security and humanitarian field, we should be able, all of us, to agree on the fact that our country is sick and badly sick, and we should stop it, and we should stop politics for the sake of politics. It is nonsense. Look at, in 1985 to 86, the average revenue per capita for every Cameroonian was 1,800 US dollars. In 2020, it is 1,500 US dollars. Have we improved or have we stepped back? And that's why the poverty in Cameroon has hit a level we have never experienced before. And we should be able, all of us, to agree on facts. These are statistics, data. You can collect it everywhere, in the World Bank and elsewhere. It's not Kamto's opinion. When I say there is no road between Garwa Marwa to Kusri, there is no road. These are facts. When I said it takes you 9 hours or 8 hours to go to Douala, from Douala to Yaoundé, some years back there was 3 hours. These are facts and not personal opinion. When I said hospitals have become, a venue where you go, yes, for you are sure to die here there rather than to recover your health. These are facts. When I say schools, look at our schools. I was watching the electoral campaign for the so-called 9th of February elections. And yes, you also watched the same video. Is it serious? Is it serious? Are you kidding me? No. No, it is not serious. We should be serious. No. We should be serious. It is not serious. What I'm telling you is that enough is enough. Let us put an end to that once for all and give a chance to our youth. The reason why we are fighting after having done what we have done for our country and at this stage of our lives is that we will not ask our children and our grandchildren to fight our own fight. We will fight our own fight today, right now. Yes. And I used to say I love Cameroonians, and indeed I do love Cameroonians. To be honest with you, it is above my forces. Even if I want to refrain from loving you, I still love you, and that's why. And I don't know why. And you listen to some people say, "Oh, we don't love Kamto." I don't care, because I don't need your permission to love you. I love you people. Definitely we'll do it. I'm seeing the light, guy. I'm seeing it. Yes. We are going to reach it. But you should know that you should remain committed until we reach there. Remain focused and committed until we reach there.
Yes. So, yes. so they asked me to stop. So, we have to catch up our flight. We have to catch up our flights. I'm very sorry. I will stop there. We still stay in touch. We'll see how to exchange in different ways. But I have to stop there because they told me that there are some few questions. Some people want to ask me or raise some few questions. I'm ready to answer. Thank you so much. I do love you. Remain focused, and we'll reach there definitely. Thank you very much. Can we make a standing ovation to the President-elect? Standing ovation to the President-elect, le professeur Maurice Kamto. Merci de faire du bruit pour le professeur Maurice Kamto. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais tout simplement vous inviter à vous asseoir. Please remain seated. We're going to be taking a few questions. In his address, the President-elect, Professor Maurice Kamto, did touch base on so many points that we are simply very grateful that he took the time to go over. We're now going to give the floor to a few of you. I know every one of us wants to ask a question, but we are really limited by time. Je voudrais tout simplement laisser l'opportunité à une ou deux personnes de poser des questions au président élu, le professeur Maurice Kamto, afin qu'il puisse tout simplement renforcer quelques points de son message tout à l'heure. Je vais tout simplement, avec la collaboration de mes amis de la communication, donner la parole au premier intervenant, Blaise Chuisseux. Welcome to Toronto, Professor. Thank you. Welcome, team. My name is Blaise Chuisseux. I have one set question. You talk about the vision for the future. You talk about taking probably power in the future. But at the moment, as the main opposition party, and in the Anglophone culture, political culture, we have what we call the shadow cabinet. And the shadow cabinet is what we call in French a kind of contrepoids du gouvernement actuel. Why didn't you go down that road to try and scatter what is being done at the moment in a Cameroon government which is in place? Le shadow cabinet existe. C'est pas parce que nous n'appelons pas ça shadow cabinet que ça n'existe pas. Nous n'avons pas désigné tous les membres du shadow cabinet. Nous en avons désigné quelques-uns seulement. Le shadow cabinet correspond à ce que nous appelons chez nous les secrétaires nationaux du parti. Parce que chaque secrétaire national est en charge d'un secteur. Donc si c'est l'économie, il y a un secrétaire national chargé de l'économie. Par exemple, le secrétaire national chargé de la santé chez nous, c'est le docteur Oko. Le docteur Oko qui est médecin, donc il est chargé de la santé. Je n'ai plus tous les secrétaires nationaux en tête. Nous n'en avons pas désigné énormément parce que nous voulions laisser les talents émerger et non pas nous précipiter pour désigner des gens juste pour pourvoir des postes. Nous voulions voir des femmes et des hommes de qualité pour les désigner secrétaires nationaux. Ce que l'on attend d'un secrétaire national, c'est qu'il ait une parfaite connaissance de son secteur et qu'il puisse faire pour le compte du président national du parti et du directoire national régulièrement des fiches sur la politique gouvernementale de son secteur. Si vous êtes en charge de l'enseignement supérieur, vous devez non seulement bien connaître le secteur de l'enseignement supérieur, mais régulièrement vous devez nous faire des fiches pour dire ce qu'on a fait cette année sur l'enseignement supérieur présente telles insuffisances pour que, à partir de là, nous puissions diffuser, y compris à nos communicants, pour quand ils vont sur les plateaux de télévision, qu'ils sachent quoi dire. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas pourvu à tous les postes de secrétaires nationaux. Mais un certain nombre de postes ont été pourvus. Monsieur Ngan, qui est en Allemagne, est secrétaire national chargé des technologies de l'informatique, des technologies de l'information et de la communication. Augustin Chamini est secrétaire national chargé de, je crois, des relations extérieures et des choses comme ça. Il y a un certain nombre de secrétaires nationaux qui ont été nommés. Mais nous allons compléter, je veux dire, parce que notre shadow cabinet, pour employer votre terminologie, ne comptera pas plus de 25 membres. Parce que même si nous sommes au gouvernement, enfin au pouvoir demain, nous n'aurons pas un gouvernement pléthorique. Nous aurons un gouvernement qui ne dépassera pas les 25 membres.
Parce qu'il ne faut pas faire des gouvernements budgétivores. Un gouvernement de 65 membres, c'est excessif, c'est inacceptable pour les dépenses. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, nous travaillons en ce sens. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre une deuxième... J'ai oublié, parce qu'il s'est présenté lui-même, j'ai oublié de vous dire que M. Epapé, Samba Epapé est notre secrétaire national chargé de la diaspora. Voilà, il est là. Et il est au Canada avec vous. Voilà. Voilà. Il est un militant de la première heure, un des militants de la première heure du MRC, parce que M. Epapé adhère au MRC en 2013, alors qu'il est encore en Indonésie. Voilà. Donc, il a fait. Voilà. Merci. Nous allons maintenant prendre une deuxième question. Tout à l'heure, dans son allocution, le président élu, le professeur Maurice Kamto, a jeté un regard critique sur l'état des lieux au Cameroun. Bien sûr, l'aspect socio-politique et économique. Il a parlé, bien sûr, de l'éducation. On va maintenant laisser la possibilité à notre frère de poser sa question très rapidement. Et ensuite, on va prendre une troisième et dernière. Merci de me donner la parole. Professeur Maurice Kamto, je suis très honoré de vous poser cette question. Et je vais revenir sur deux de vos déclarations. Je suis Patrick Guabé, enseignant de formation, et je joue en ce moment le rôle de directeur dans une école à Brampton. Alors, parmi vos déclarations, vous avez déclaré depuis le début de votre entrée en politique que vous ne marcherez pas sur le sang des Camerounais pour arriver à Etoudi. Quand je regarde la troisième phase de votre plan, vous dites notamment que vous allez mobiliser massivement les Camerounais au Cameroun. Face à un régime dictatorial, face à un régime oppresseur qui n'hésitera pas à tirer sur des Camerounais, je me questionne, quelle stratégie allez-vous mettre en place pour faire cette mobilisation massive et arriver finalement à renverser ce régime qui n'arrête pas de créer des dégâts? Merci. Merci pour cette question. Il n'y a pas de miracle. Nous allons mobiliser les Camerounais pour marcher avec eux pacifiquement. Nous faisons notre travail. Si les forces de l'ordre au Cameroun croient que leur travail c'est de tirer sur les Camerounais, ils tireront sur nous. Mais nous, on ne peut pas s'abstenir d'exprimer notre désaccord avec la conduite des affaires du Cameroun sous prétexte qu'ils vont... Marcher sur le sang des Camerounais, c'est emprunter la voie de ce qu'on appelle la logique insurrectionnelle. C'est-à-dire, c'est aller à la confrontation armée. C'est amener les Camerounais à la boucherie. Mais c'est mon devoir de dire que j'ai le droit de me lever dans mon pays et de m'exprimer pacifiquement. D'exprimer pacifiquement mon désaccord. Nous l'avons fait. En janvier, on a tiré sur 4 personnes. On va le faire si rien ne bouge. S'ils veulent nous tuer tous, ils nous tueront. Mais il ne faut pas voir derrière mes propos autre chose que cela. Il y a des forces politiques au Cameroun ou des organisations au Cameroun qui ont clairement dit qu'elles choisissent la logique insurrectionnelle. Ça n'est pas la mienne. Seulement, depuis que ces forces politiques annoncent cela, j'attends l'insurrection, je ne la vois pas. Donc moi, je ne vends pas le mensonge aux Camerounais. Je ne vends pas une solution que je n'ai pas. Je dis, en revanche, ça dépend de chacun de nous. Et dépendre de chacun de nous, ça veut dire que nous descendons ensemble, dans la rue. Chacun d'entre nous. N'attendez pas que je décroche moi seul. Descendons ensemble dans la rue, pacifiquement. Oui, c'est ce que nous avons fait le 26 janvier. Nous avions les mains vides. Nous avions dit aux militants du MRC et aux Camerounais qui nous suivaient, si vous arrivez devant les forces de l'ordre, vous n'entrez pas en contact avec elles. Et si elles vous arrosent de gaz lacrymogène, si vous suffoquez, il vaut mieux vous enfuir. Si c'est de l'eau ou autre chose, si elles chargent, asseyez-vous, mettez les mains en l'air et chantez l'hymne national du Cameroun. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi il n'y a pas eu un seul incident, alors qu'on a marché dans plusieurs villes. À Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Tchang, partout. On a marché, il n'y a pas eu un seul incident. C'est notre logique. Ce n'est pas la voie la plus facile. Parce qu'il y a des gens
qui proposent des raccourcis en disant oui, mais si voilà, on allait choc contre choc avec la police, je ne sais pas moi quoi. Moi, je ne crois pas que c'est une solution que je peux vous proposer sérieusement. Parce que je ne sais pas comment on fait pour aller en confrontation avec des gens armés et vous avez les mains vides. Par contre, j'estime que ce sont nos droits constitutionnels de nous lever, de nous réunir, de marcher pacifiquement pour exprimer notre désaccord. Les soldats camerounais, les policiers camerounais, les gendarmes camerounais doivent savoir qu'ils ont face à eux des citoyens, leurs frères, leurs sœurs, que parmi la foule sur laquelle ils tirent parfois, ils auront leur fille ou leur fils. C'est ça. Ça prendra le temps que ça prendra, mais sans doute moins que vous le pensez. Et on va y arriver. Nous allons maintenant prendre une dernière série de questions groupées. Et je voudrais inviter nos amis à être brefs et on va laisser le temps au professeur Maurice Kamto. On va prendre les trois questions à la fois. Merci. Je m'appelle Jérôme Atangana. L'expression la plus connue au Cameroun, c'est « il me manque les moyens ». Chaque fois que vous parlez, en tout cas moi, chaque fois que je parle aux membres de ma famille, c'est ça, et à mes amis et à mes collègues avec qui j'étais à l'école. J'entends très rarement la notion de souveraineté en toute matière. C'est une question qui vous est adressée aussi à M. Ekoka. Quelle est votre réelle stratégie de façon à ce que, comme les pères fondateurs le souhaitaient, le Cameroun soit souverain en toute matière et notamment qu'on règle cette histoire de servitude monétaire, à savoir qu'on sorte du franc CFA, qu'on crée notre monnaie, parce que je pense qu'aucun pays au monde ne s'est développé en étant dépendant et en n'étant pas souverain. Merci. On va prendre la deuxième question. We're going to take the second question and we'll give the time to Professor Maurice Kamto to address all three questions. Je m'appelle Félix Sule. Vous êtes élaboré sur le sujet du NOZO. En tant que juriste, la question que je vous posais de savoir, puisque le véritable problème posé au NOZO actuellement est à cause des leaders séparatistes, est-ce que leurs réclamations sont légitimes? Parce que quand on les écoute, on a l'impression que leur réclamation est légitime, vu la manière dont le Cameroun est devenu un État fédéral. Est-ce que leur réclamation est légitime? Et par rapport à votre solution pour ce problème, est-ce que vous pouvez proposer un référendum afin que les gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest décident de s'ils veulent rester camerounais ou bien s'ils veulent se déplacer, se détacher? Merci. Merci. On va prendre la troisième question. Nous sommes dans un pays d'expression libre. We're going to allow our brother to ask his questions. And we will also give the time to President-elect Maurice Kamto to answer these. Thank you so much, President Kamto. Thank you for the hard work that you've done, for the bullets that you've taken for all Cameroonians. I'm Paul Tima. I'm from Mankon, Bamenda. I'm a very proud Anglophone, and like you, I'm very touched by this issue of the Anglophone crisis. I want to highlight that I'm not a militant of the MRC, but I'm a big sympathizer. I buy the vision of the party. But I have a problem with your position. I appreciate the fact that you stand for a federal system of government. I am a moderate. I align with somebody like Barrister Abuon Kongo. But you seem to have issues with the 1961 federal system. And I, personally, my knowledge, what I've learned, my circle of friends, a lot of Anglophones who identify themselves as moderates will not accept anything less than a two-state federal system. You said you would discuss with them, but your position seems to be tilted towards a 4 or 6 state. What if Cameroonians or Anglophones come on the table and say, Kamto, we need just a two-state federation? Thank you. Thank you. Thank you so much, my brother. Now the floor to Professor Maurice Kamto. Thank you very much, sir, for your testimony and
and your question. On écoute la voix la plus autorisée. Thank you very much because you give me the opportunity to come back to the issue and explain exactly our own position. The question is, let us assume that we go back to 1961 federalism, two-state federalism or federation. Okay? After having done so, will the Anglophones or the English-speaking state composed of Northwest and Southwest, will it be able to oppose the other part of Cameroon to organize itself as a federal state? That is the question. That's why my point is that I start with dialogue, negotiation, or whatsoever. Call it what you want to call it. Dialogue with Anglophones. We agree on the federal system, the content they want to see in the federal system. Once we have done so, then I see how feasible is it to expand it to the rest of the country. That's my methodology. It's not that I will call all Cameroonians to come around the table and discuss the same content, because I clearly said that I acknowledge the fact that the English-speaking Cameroonians was the first to rise up and lay and raise their issue and raise their case. And it is fair to start with them, to agree with them on the content of federalism. And then we see if the French-speaking Cameroonians want federalism, why should we be opposed to that? That's the only point. That's all. Assume that we go to Boya, we make discussion, or to Pamenda, or to Kumbo, Mamfe, or Kuseri, and we agreed on something, two-state federalism. And afterwards, you have Francophones asking for their own federal state. Will you be opposed to that? I think it will be unfair, because you yourself fight for federalism and other people are asking for federalism. Will you be opposed? I don't think so. That's why I said it is an opportunity for us to discuss genuinely on the new form of government for our country, for a lasting solution for the development. Because the problem of development is not only Anglophones. Because in fact, I buy the Anglophone issue not only for the development reasons, but for the historical reason that Anglophone or English-speaking part of Cameroon went through a different experience than Francophone Cameroon. Then that we should take that into consideration. But after having done so, for the development aspect of it, I will allow Francophone who wants a federal system to have a federal system as well. So that's my point. I don't see where I'm wrong in doing so. That's all. I will let my friend and brother answer the first question on CFA franc. Yeah, he's more conversant with financial and economic. But the second question was on la légitimité des réclamations au NOZO. La légitimité des réclamations. Oui, je crois que c'est un débat technique. Non pas que vous ne puissiez pas comprendre la technique, qui prendrait beaucoup de temps à expliquer ici. Me poser la question de cette manière demanderait que j'aille aux origines. Non pas jusqu'en 1884. On peut simplement prendre le fait très rapidement qu'en 1884, il y a un État qui est né qui s'appelle le Cameroun avec K. Et qui est à presque 800 000 km². Nous n'en avons plus que 475 000 km. Ça me prendrait beaucoup de temps d'expliquer pourquoi nous n'avons que 475 000. Et c'était de 1884 jusqu'en 1916, sous le protectorat allemand. Et lorsque l'Allemagne perd la guerre en Europe, c'est pour cela que j'ai toujours dit que le Cameroun a perdu la guerre avec l'Allemagne. Parce que lorsque l'Allemagne perd la guerre en Europe, il y a un condominium franco-britannique qui s'installe sur le Cameroun. De 1916 jusqu'en 1922, c'est un condominium qui n'est pas encore régi par des textes internationaux. C'est les deux puissances victorieuses de la guerre qui se mettent ensemble pour dire, bon, toi tu prends les 2 tiers, moi je prends les 1 tiers. C'est comme ça. Seulement nous commençons à partir de ce moment-là à perdre notre territoire. C'est là que le Cameroun
va voir sa superficie se rétrécir. Parce que le premier réflexe des puissances coloniales, en particulier de la France, c'est d'enlever du Cameroun, d'amputer le Cameroun de toutes les concessions territoriales faites en Allemagne en 1911, lors du coup d'Agadir en Afrique du Nord. C'est pour cela que vous voyez que le Cameroun était vraiment comme une femme bien enceinte. Hein, voilà. Mais on a diminué la longueur. Donc c'était des jumeaux. Maintenant, c'est resté un seul enfant. Dans le bec du canard allait jusqu'au Logone, jusqu'au Chari, pardon. Jusqu'au Chari. On l'a ramené au Logone. Le nord du Gabon était au Cameroun. Et une partie du Congo-Brazzaville, était au Cameroun. Donc tout le ventre de la Centrafrique était au Cameroun. Donc voilà comment nous perdons donc ces concessions territoriales. Et à partir de là, les deux parties du territoire évoluent séparément, mais sous le même régime international. Le mandat de 1922 à 1945, puis la tutelle de 1945 à 1960. Et en 1960, le Cameroun francophone, comme on dit le Cameroun oriental, accède à l'indépendance le 1er janvier, mais sans la partie anglophone. Parce que dès lors qu'il y avait deux puissances administrantes, chacune de ces puissances avait l'obligation internationale, parce que nous n'avons jamais été une colonie, je tiens à le souligner de mille traits, avait l'obligation devant les Nations Unies de conduire le territoire sous tutelle à l'émancipation totale, c'est-à-dire à la souveraineté internationale. Donc, les Français le font sous la pression des nationalistes. Créé en 1948, l'UPC va être contraint à la clandestinité à partir de 1955 et de là lance la guerre de libération. Le combat va être féroce et inégal parce que les troupes françaises rentrant d'Indochine ont perdu la guerre là-bas et n'ont qu'un seul désir en tête, prendre leur revanche sur les révoltés coloniaux des nations nègres. Donc, à partir de là, ça va accélérer l'indépendance. Parce qu'il faut comprendre pourquoi nous sommes les 1er janvier 1960. Le Cameroun. C'est le premier pays à accéder à l'indépendance, en dehors donc de la Guinée et du Ghana, quelque chose comme ça. Donc, République du Cameroun, Constitution du 4 mars. Et puis, la partie anglophone va il va y avoir deux référendums, ou deux référendums comme vous voulez. On fait en quelque sorte un premier test. On voit que, en réalité, la partie septentrionale, comme la partie, ce qu'on appelait le Northern Cameroon, le Southern Cameroon, sont prêts à rejoindre le Cameroun. On refait le référendum. Et la partie septentrionale va voter pour le rattachement au Nigeria et la partie sud va voter pour le rattachement au Cameroun. Je rappelle la question qui est posée en 1961. C'est: voulez-vous accéder à l'indépendance en vous rattachant au Nigeria ou en vous rattachant au Cameroun? Parce que si nous voulons faire un débat authentique, il faut dire les choses, les faits historiques tels qu'elles sont posées. C'est dans les documents des Nations Unies. Voulez-vous accéder à l'indépendance en vous rattachant? C'est-à-dire que l'indépendance, ce n'est pas je suis indépendant, après je décide. L'indépendance s'acquiert à travers le choix du rattachement. Oui. Et donc, le Southern Cameroon, sous d'ailleurs la conduite du KNDP, du docteur Djongou Foncha et Augustin Ngom-Jua, par opposition, n'est-ce pas, au docteur Ndele, qui votait pour le rattachement au Nigeria, vote pour le rattachement au Cameroun. Et donc, le 1er octobre 1961, on fera le rattachement, mais après la conférence de Fumban. Pourquoi je dis que ce serait long? Parce qu'il faut maintenant aller dans la conférence de Fumban, voir ce qui s'est décidé. Et là, les discussions. Parce que très souvent, nos frères disent: oui, mais la conférence de Fumban, on nous a trompés. Bon, si on vous a trompé, bon, c'est la faute du trompeur, mais c'est votre faute aussi d'avoir été trompé. Ah oui,
Donc, à la conférence de Fumban, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait eu plusieurs conférences avant. Bouéa, Bamenda, je crois même Yaoundé, si je me trompe. Et donc, la conférence de Fumban, contrairement à ce que les gens pensent, n'était pas l'unique conférence. Et là où nos frères anglophones ont raison sur un point, c'était qu'il fallait leur donner le projet de constitution avant, pour qu'ils travaillent dessus avant de se rendre à la conférence de Fumban. Mais à Fumban, c'est quand la délégation de nos frères anglophones du Southern Cameroun sont arrivés qu'on leur a remis le projet de constitution. Ils devaient donc l'examiner séance tenante. L'histoire veut d'ailleurs, et c'est pour cela que j'ai toujours considéré, à mes yeux, c'est un grand homme, aux yeux de nos frères qui veulent, surtout ceux qui veulent la sécession, c'est pratiquement un traître, Djongu Foncha. La réunification a eu lieu grâce à Foncha. Parce que Foncha a dit, la délégation anglophone a dit, non, de toute façon, on suspend la conférence, nous allons rentrer pour étudier le projet de constitution. Il a dit, non, mes frères, on était des frères avant que les Anglais, les autres viennent nous séparer. On est venus ici nous retrouver entre frères les affaires de contenu de la constitution, là, on va voir après. Voilà comment c'est arrivé. Et c'est pour cela que c'est une loi, ce qu'on appelle la constitution de 1961, la constitution fédérale, et là aussi les anglophones ont raison, est simplement une modification de la constitution de 1960 de la République du Cameroun, qui devient la constitution fédérale, 1961. Et donc on instaure de cette façon-là le fédéralisme au Cameroun, avec un premier ministre du Cameroun occidental, un premier ministre du Cameroun oriental et un gouvernement fédéral. Je vais sauter parce que après, en 72, qu'est-ce qui se passe? On dit c'est trop lourd. Mais en réalité, la suppression du fédéralisme était déjà à l'œuvre lorsque, dès 1966, Amadou Ahidjo décide de faire un parti unique. Parce que le système fédéral s'accommode quand même un peu difficilement du parti unique. Et donc, les différents partis qui existaient dans le pays vont fusionner pour ne faire qu'un parti, l'UNC, l'Union nationale camerounaise. Donc on était déjà en réalité en train de sortir, sans le dire très clairement, politiquement du système fédéral. Mais je dois dire, et c'est là que je vais dire à mes frères anglophones, parlons avec sincérité, parce que tout cela s'est fait aussi avec votre participation. Les leaders politiques de la région aussi se sont confrontés et il y a eu des choix. Lorsque il y a eu certains qui avaient des réserves, d'autres étaient favorables, même à la création du parti unique. Et ont eu effectivement des promotions politiques grâce à cette prise de position-là. Et en 1972, quand on dit on va faire l'État unitaire, Ahidjo était très malin, très intelligent, ou ses conseillers, j'en sais strictement rien. Mais toujours, est-il qu'il a compris une chose? L'article 47 de la Constitution disait qu'on ne peut pas modifier la forme fédérale de l'État. Donc là aussi, les anglophones ont raison. C'est exact. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas passé par l'Assemblée. Il a fait le référendum. Or, le référendum veut dire que tu retournes devant le souverain. Le souverain peut changer son avis. Il avait dit qu'on ne touchera jamais à la forme de l'État. Maintenant, il dit qu'on peut toucher. C'est ça. Voilà tout. Tout le problème vient de là. Parce qu'il y a une interprétation différente entre nos frères et sœurs anglophones et les juristes, enfin un certain nombre de juristes, y compris moi-même sur ce point. Vous dites que le peuple est souverain, c'est pas ça? Donc le peuple est souverain et il utilise sa souveraineté quand il veut, comme il veut. C'est pour cela que, sinon, il n'y aurait pas de différence entre la procédure législative et la procédure référendaire. Vous allez au référendum parce que vous retournez devant le souverain. Lui qui peut annuler ce qu'il a décidé hier. Donc, tout est parti de là, puisque vous avez voulu que je parle de cela. Et je crois que nous devrons un jour nous asseoir, avoir même ce débat sur le plan de la technique juridique. Là, je n'ai donné que quelques arguments essentiels. On pourra. J'ai eu, lorsque, dans les années 90, des collègues à l'université, de la partie anglophone, remarquables juristes avec qui on a eu ce débat, on peut le poursuivre. Et je voudrais que, si la théorie de la souveraineté populaire a un sens, cela veut dire que
C'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. J'ai dit en tant que souverain, je défais. J'ai fait en tant que souverain, je défais en tant que souverain. Si on était passé par l'Assemblée, effectivement, ce serait contestable. Parce que l'Assemblée n'est que, voilà, représentant du souverain. Mais quand le souverain agit lui-même, tu ne peux plus dire qu'il n'aurait pas dû agir dans tel sens ou tel autre. Voilà la différence, toute la différence. Donc, je voudrais que le moment venu qu'on s'assoie, on parle de ces choses-là. Et ça ne devrait pas être quelque chose d'insurmontable. Ne faisons pas des constructions. Je lis beaucoup, hein, y compris ce qu'on dit sur moi, de moi, enfin, contre moi. Les gens ont dit, oui, mais il faudra qu'on aille enseigner à Kamto que l'Ambazonie existe avant même 1884. C'est pas ça le sujet. Ça peut exister, ça peut avoir existé depuis le Moyen-Âge, ça ne change rien à l'affaire. C'est simplement qu'à partir d'un moment de l'histoire, il s'est constitué un État que l'on a appelé le Cameroun, qui englobait donc tout cela. Ce n'est pas moi qui ai décidé cela. Donc nous ne pouvons pas mettre quelque chose entre parenthèses et retourner à ce qui s'est fait, ce qui existait 2 ou 5 siècles avant. Nous devons partir des réalités historiques telles qu'elles se sont construites, parfois, et je dirais même souvent, avec notre propre participation. Moi, personne n'est parfait, mais dans toute ma vie, j'essaye de me laisser guider par la justice et l'équité. Par la justice. C'est tout. Ouais, l'école est bien. L'école est bien. N'est-ce pas, je vous ai dit qu'il m'a dit, n'est-ce pas, je vous ai dit qu'il me confie, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il me confie que I cannot teach law and not live and abide by the law. Alors que le Cameroun est devenu un pays où les professeurs de droit sont les premiers à piétiner le droit. Et il me dit que, mais Christian, je ne peux pas enseigner le droit et ne pas pratiquer le droit. Alors, pour revenir à l'autre question, la question du franc CFA. Mais c'est de ça qu'on parle, de la souveraineté monétaire. Voilà, donc, je vais dire très rapidement, il y a 2 instruments principaux pour les économistes pour gérer une économie. L'instrument fiscal, c'est-à-dire l'instrument budgétaire, et l'instrument monétaire. Lorsque on vous supprime en vous mettant de manière forcée, en vous handicapant, pour ne plus vous rendre souverain dans la gestion de votre politique monétaire et de crédit, on vous prive d'un instrument essentiel de la gestion de votre politique économique. Et c'est pour ça que j'ai expliqué à un groupe tout à l'heure que normalement, lorsque vous voyez cette question, lorsque vous regardez les crédits à l'économie, regardez bien ici au Canada comme dans tous les autres pays, le ratio crédit à l'économie, c'est-à-dire les crédits qui sont donnés aux entreprises et aux particuliers en pourcentage du PIB. Vous allez voir que, par exemple, dans un pays comme le Canada ou dans une province comme l'Ontario ou le Québec, ce crédit va avoisiner, ce ratio va avoisiner les 100%. Voire le dépasser. Ça veut dire qu'à travers la politique de crédit, la politique monétaire, on est en train de chercher à mettre de l'argent dans les mains des populations pour qu'à leur tour, ils puissent investir ou consommer. Le même ratio, quand vous le regardez dans le cas du Cameroun, crédit à l'économie en pourcentage du PIB, il est inférieur à 17%. Quand vous le regardez dans le cas de la Tunisie, il avoisine 80%. C'est comme ça que vous vous rendez compte que, n'est-ce pas, un pays gère sa monnaie parce que finalement, vous gérez ce crédit, vous mettez de l'argent, la quantité de monnaie dans les mains des populations pour qu'à leur tour, les populations, les entrepreneurs puissent investir et créer de la richesse. Lorsque vous avez le problème de la parité, un autre aspect de la gestion de la monnaie, quand la parité est fixe,
La parité est un instrument, un facteur de régulation de la compétitivité de votre économie, et notamment pour redresser votre balance de paiement. Quand la balance de paiement est déficitaire, c'est-à-dire que vous importez plus que vous n'exportez, vous avez 3 façons de la redresser. Soit vous supprimez quantitativement les importations, soit vous augmentez les droits douaniers, soit alors vous dévaluez votre monnaie pour rendre les importations plus chères, de manière à redresser votre balance de paiement, c'est-à-dire ce que vous devez à l'économie externe. Quand vous n'avez plus, à travers la fixité de la parité, si vous n'avez plus la possibilité, effectivement, de rendre, n'est-ce pas, de jouer, de faire fluctuer votre parité, la parité de votre monnaie, vous perdez la faculté d'utiliser cet instrument. En fait, c'est comme si vous aviez un tensiomètre pour mesurer votre tension, mais dont la valeur de lecture est fixée à 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre tension monte ou qu'elle baisse, le tensiomètre lit toujours 12. À partir de ce moment, à partir de ce moment, ce tensiomètre ne sert à rien parce qu'il ne vous renseigne pas sur votre état de santé de manière à corriger les paramètres que vous mettez en santé. Vous ne vous rendez compte que vous êtes malade, que le jour où vous allez vous effondrer, et je vous souhaite beaucoup de chance si vous n'avez pas une attaque vasculo-cérébrale. Donc, voilà pourquoi, quand Ouattara disait l'autre jour en Côte d'Ivoire qu'on va faire l'éco et maintenir la parité fixe, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il fixait le tensiomètre à une valeur et ce tensiomètre ne pouvait plus vous permettre de lire l'état de santé de votre économie. Et c'est pour ça que vous avez vu, il y a Et c'est pour ça que vous avez vu, il y a quelques années, il y a à peu près 4 ou 5 ans, lorsque le Nigeria a dévalué la valeur du Naira, c'est parce qu'à ce moment-là, sa balance de paiement commençait à être déficitaire. C'est-à-dire que le Nigeria importait plus qu'il n'exportait. Et à ce moment-là, il a dévalué pour décourager les importations. Maintenant, si vous êtes maître de votre monnaie, parce que là aussi, je vous dis à travers le paramètre crédit à l'économie, vous êtes ici au Canada, pour obtenir le crédit, c'est assez facile. On ne vous complique pas la vie. Si le même individu faisant le même métier que vous faites ici au Canada, si vous allez chercher l'argent au Cameroun, vous allez voir comment ça va être compliqué. Vous voyez? Alors que ici, ça va être facile. Pourquoi? Parce que le souverain dit que je crée la monnaie, ce que Tundian pouvait mieux appeler monnaie bien vide. La monnaie précède la production. Mais je donne la monnaie aux populations, aux entrepreneurs, pour qu'à leur tour, à travers leur innovation, à travers leur entrepreneurship, ils puissent créer la richesse. Et cette richesse, créer des emplois. Mais si vous n'avez plus la possibilité de créer cette monnaie, parce que vous n'avez pas d'argent, vous allez à la banque vous donne un crédit. C'est parce que la banque vous donne un crédit qu'elle crée la monnaie. Vous avez vu que quand l'économie américaine avait des problèmes de récession, était menacée de récession, ils faisaient ce qu'ils ont appelé quantitative easing. C'est-à-dire que la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, baissait, n'est-ce pas, baissait le taux d'intérêt primaire pour rendre le crédit plus facile. Non seulement baissait le taux d'intérêt, mais rachetait les bons du Trésor et les titres du Trésor américain pour réinjecter de l'argent dans les circuits monétaires. Voilà. Donc, je pense qu'on se sera compris que l'autre côté, c'est qu'on ne peut pas me forcer à être dans un djangui avec vous, en disant qu'on me force à être dans une zone monétaire sans ma volonté avec la Centrafrique, avec le Tchad, avec le Gabon. C'est-à-dire, on me force à faire en sorte que la Centrafrique qui est en guerre a une monnaie qui a le même pouvoir que ma monnaie. Donc, quelque part, on est en train de me forcer à subventionner la Centrafrique. Je pense que on ne peut pas faire ça par la force. Si je veux vous aider ou je veux vous financer, il vaut mieux que moi-même je décide de vous financer ou de vous subventionner. Mais on le fait ensemble. C'est pour ça que
les pays africains de la zone CFA auraient dû profiter du fait que la France elle-même a abandonné le franc pour entrer dans l'euro, pour eux-mêmes abandonner cette affaire à partir de ce moment-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian Penda et Koka. Merci pour cette brillante prestation, professeur Maurice Kamto, président élu. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, are you ready for change in Cameroon? Are you ready to partake in change in Cameroon? Est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans le train de la Renaissance? Faites du bruit pour le professeur Maurice Kamto. Faites du bruit pour Christian Penda et Koka. Standing ovation. Standing ovation, ladies and gentlemen. Merci d'applaudir très très fort. On va très rapidement entonner l'hymne national, cette fois-ci en français, et je vais vous inviter tout simplement à chanter du fond de votre cœur. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Merci Toronto. Thank you Toronto. Could you please make some standing ovation? Make some noise. Mesdames et messieurs, je vous prie, asseyez-vous pour 2 secondes. Je vais inviter le président élu, le professeur Maurice Kamto, et Christian Penda et Koka à descendre ici pour une photo de famille. Ils vont faire dos à vous. Restez assis, tout le monde, s'il vous plaît. Soyons disciplinés. Je vais inviter nos photographes. Je vais demander à nos amis de la sécurité, de se baisser, aux amis de la sécurité. Asseyez-vous, tout le monde, je vous garantis, tout le monde sera dans cette photo. Nos photographes vont pouvoir capturer tous les angles possibles, mais on a besoin d'être disciplinés. Can we do that? Est-ce qu'on peut le faire? Merci de rester assis, s'il vous plaît, tout le monde. Merci. Et nos photographes vont capturer tous les angles avec l'hymne de la Renaissance qui retentit en fond sonore. Est-ce que vous êtes fiers d'être Camerounais ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans le train de la Renaissance? Do you want change to happen in our country? Are you ready to contribute to change in our country? Make some noise for Professor Maurice Kamto. Faites du bruit pour Christian Penda et Koka. Faites du bruit pour vous-même. Make some noise for yourself. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Thank you so much. It was indeed a wonderful event happening today. Et je vais tout simplement inviter les amis de la sécurité à conduire le professeur Maurice Kamto qui va prendre son vol pour Washington en ce moment. Merci beaucoup, président Maurice Kamto. Merci, Christian Penda et Koka. Merci beaucoup. Et bon séjour. Merci, mesdames et messieurs.